Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Je profite d'avoir la caméra allumée pour enchaîner les séquences vidéo et je me suis dit que tant qu'avoir la caméra dehors, j'avais quelques petites choses ici à vous présenter au niveau d'un vlog. Alors je vais commencer directement par la toute dernière lecture que je viens à peine de terminer et que j'aimais à adorer et après je vous présenterai une réception que j'ai récupérée hier au courrier. Alors, la lecture que je viens tout juste de finir, c'est cette pépite intersidérale que j'adore, Le Loup des Ardents de Noémie Adenis, qui est publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'était génial, c'était merveilleusement génial. Je voulais absolument rajouter la lettre A à mon challenge ABC Polar Thriller, et j'avais galéré à trouver un nom dans la lettre A, je vous avouerai. Tout du moins, il y a beaucoup d'auteurs avec une lettre A, mais soit c'était des énormes patapouf que j'aurais pas eu le temps de lire parce qu'il me manque encore d'autres lettres, soit c'était pas spécialement un résumé qui m'intéressait, et je suis tombée complètement par hasard sur celui-ci, et la couverture m'avait rappelé comme quoi il m'avait intéressé quand il était sorti, et je me suis dit en le relisant que pourquoi pas, vu qu'il se passe en plus en hiver. Et laissez-moi vous parler de ce résumé. 1561, Sologne. L'hiver s'abat sur Ardeloup. Nuit et jour, la neige tombe, transformant implacablement le village en prison. Puis, un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes. D'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin? Bientôt, la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne reste plus personne pour enterrer les morts. Oh, mais c'était génial! Cette plume incroyable de l'autrice qui nous embarque à mi-chemin justement entre un policier et la superstition, la magie, le fanatisme et la chasse aux sorcières, avec cette épidémie qui arrive, avec ces gens qui meurent, ces gens qui sont touchés par quelque chose d'inexplicable, et ils sont en chasse de quelque chose. Est-ce un démon qui leur a jeté un mauvais sort? Est-ce une sorcière? Est-ce un homme qui est devenu fou? On ne sait pas, le malheur s'est abattu sur ce village et il leur faut quelque chose. Est-ce que c'est une bête? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est quelque chose du domaine du spirituel? Incroyable. L'ambiance un peu huis clos dans ce village complètement perdu au milieu de la campagne, bloqué par la neige, donc coupé du monde par les routes qui sont impraticables, et cette épidémie qui se répand. Absolument génial. L'ambiance, petit village comme ça, donc perdu au milieu de la forêt, avec un mâle qui gronde, me faisait vraiment penser à une ambiance un petit peu, genre vous voyez, Bête du Gévaudan, le pacte des loups, vous voyez, cette ambiance très rurale, où les gens ont peur, les gens ont besoin d'un coupable, et ils vont se tourner vers tout et n'importe quoi pour avoir quelqu'un ou quelque chose sur quoi renvoyer leur peur, pour vous renvoyer tout leur malheur, et espérer que, en ne faisant un coupable, tout va redevenir bien après. Oh, qu'est-ce que c'était chouette! Je l'ai dévoré en une journée, incapable de le lâcher, tellement j'étais prise dans le récit, tellement j'étais prise dans cette ambiance particulière avec ce médecin qui est au milieu de tous ces morts, de tous ces blessés, de tous ces agonisants, et qui ne sait pas quoi faire pour les aider, de tous ces on-dit, de tous ces sous-entendus, de toutes ces choses cachées, mystérieuses dans ce village. Je ne peux pas vous en dire plus parce que il est vraiment découpé en 3 parties, et la fin de la première partie nous amène vers quelque chose qui est confirmé dès le début de la seconde partie, et donc le récit prend un tout autre tournant, incroyablement chouette. Excellente découverte que celui-ci, franchement, si vous avez l'occasion de lire Le Loup des Ardents, foncez, il est vraiment génial. Voilà pour la présentation du petit livre que j'ai littéralement adoré. Et maintenant, j'ai un petit quelque chose à vous présenter. Il s'agit
d'une des campagnes Ulule que j'attendais, et je crois qu'il m'en restait plus que deux, donc, dont celle-ci, d'ici la fin de l'année, et les deux sont des Twinkle. Et je n'ai eu aucun problème pour le récupérer cette fois-ci, parce que je ne l'ai pas mis dans un locker, je l'ai mis chez un commerçant et je suis allée le chercher. Impeccable, du premier coup j'ai pu le récupérer. Je croise les doigts pour que la deuxième campagne Ulule soit aussi pratique à récupérer. Mais en tout cas, laissez-moi vous montrer donc ce que contient ce petit carton qui est ici. C'est toujours super bien emballé et je commence avec un petit stylo, trop mignon, qui va vous dévoiler aussitôt le titre de la campagne Ulule parce que c'est marqué dessus. Mais un stylo, moi je trouve, franchement, c'est super utile. Le deuxième petit cadeau qui s'est glissé, c'est un badge avec encore donc le titre du livre sur le dessus. Il se présente donc, hop, comme ceci. Ouh là 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 là, j'ai failli tout faire tomber les autres goodies. Le premier en plus que j'ai failli faire tomber, regardez comme il est cute. Un autocollant petit renard tout mignon. J'adore. Il ressemble au petit renard doré que j'avais eu dans la campagne précédente de Quand l'aube sera d'or que je vois là-haut. Là, c'est un petit renard un peu plus polaire, beaucoup trop mignon. Il faut vraiment que je trouve un endroit pour coller tous ces jolis autocollants parce que ça commence à en faire beaucoup. J'ai également un sous-boc I Love the Fjord qui se présente de la même manière des deux côtés et qui donne une ambiance déjà nordique incroyable qui me tarde de découvrir. Oh, ce marque-page. Et il a neigé sur le fjord. Regardez comme il est beau! C'est sûr que je vais utiliser celui-ci et uniquement celui-ci quand je vais lire le livre. Il y a marqué « Cette année, et si vous passiez Noël sous les flocons ?» Pourquoi pas? J'adore regarder le paysage. C'est beaucoup trop joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une jolie carte postale I Love the Fjord, hop, qui se présente comme ceci. Encore un dernier goodies avant de vous présenter le livre. Regardez, c'est la jolie illustration que je trouvais trop mignonne au niveau du marque-page. Elle est vraiment trop belle. Ça ferait joli, il faudrait que je trouve des jolis cadres parce que j'ai un ex-libris là aussi qui est très beau. Il faudrait que j'arrive à trouver un endroit pour les mettre, mais c'est vrai que si je le mets par exemple ici, c'est très joli, on voit l'ex-libris, mais on voit plus du tout les livres qu'il y a derrière. Donc faut que je trouve un endroit assez sympa pour pouvoir les mettre et conjuguer ex-libris et livre. Ah, et le voilà, le fameux livre que j'attendais avec grande impatience, que je n'ai pas mis au niveau de mon Cold Winter et que je regrette fortement parce que j'ai trop envie de le découvrir. Il est parfait pour la période. Regardez ce beau bébé! Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux, donc publié aux éditions de Twinkle. C'est trop beau, regardez la puissance des détails comme c'est joli. Ils font à chaque fois des choses absolument magnifiques au niveau des éditions Twinkle. Regardez le jaspage. Waouh! Il est vraiment trop trop beau. Oh, c'est trop joli. Franchement, à chaque fois c'est Laetitia Arnoux qui est à la fois autrice et illustratrice. Donc elle fait des choses, dédicacées, trop gentille. Elle fait des choses, je disais, absolument incroyables. Elle a un coup de crayon trop beau et trop mignon, que c'est joli. Les en-têtes de chapitre, je cherche à chaque fois parce que je sais qu'elle fait des choses trop belles. Est-ce que c'est les mêmes en-têtes partout? Oh non, j'ai l'impression qu'elle change. Attendez, j'ai cru voir quelque chose par ici. Oui, regardez, elle change. Elle change. Ah, ça va être très chouette de pouvoir découvrir chaque chapitre ce que ça va donner. Ça a l'air super mignon. Allez, je vous en montre une dernière que je viens de trouver. Et pas plus, ça sera l'occasion de le découvrir. Et je vois qu'il y a, un petit signet juste ici pour nous aider en tant que marque-page. Mais j'avoue que comme j'ai le petit marque-page juste à côté, j'ai bien envie de l'utiliser plutôt que le petit signet qui est incorporé. Moi, j'avais pas fait gaffe, mais vous avez vu le petit chien? Beaucoup trop chou. J'adore. Il est magnifique comme tous les livres que j'ai des éditions Twinkle. Il est vraiment super beau. Il est en soft touch. J'adore le soft touch. Il est magnifique. Et si je vous faisais un résumé, peut-être parce que
Vous vous doutez un petit peu de quoi ça va parler avec la couverture, mais laissez-moi vous dire concrètement de quoi il s'agit. Quand Léonore Mersange est licenciée à quelques semaines des fêtes de fin d'année, elle choisit de noyer son sentiment d'échec dans un chocolat chaud à la cannelle, faute de mieux. Sa vie professionnelle est un fiasco, et elle appréhende déjà le réveillon et les remarques de ses parents sur son statut de célibataire sans emploi. Aussi, lorsque sa meilleure amie lui propose de remplacer au pied levé un employé d'un village de Noël en Finlande, Léo n'hésite pas une seconde. Tout plaqué pour travailler dans un cadre féerique, quelle aubaine! Bagage sous le bras, elle embarque 2 jours plus tard pour, oulala, Rovaniemi? On va dire que ça se prononce comme ça. Hélas, Léo est poursuivi par la malchance, les mauvaises conditions climatiques, un détournement d'avion et un malentendu l'empêchent d'arriver à destination et l'oblige à séjourner en Norvège avec l'impassible mais séduisant Svein Thorsen, sa mère Freya et son Shiba Inu, Oslo. Donc ça doit être Oslo que l'on voit ici et sur le côté. Alors ça sent la romance un petit peu doudou cocooning de Noël, qui d'habitude n'est pas du tout ma tasse de thé, mais franchement, est-ce qu'on peut résister à ça? Ça a l'air cocooning et j'ai envie de changement, j'ai envie de douceur, j'ai envie justement de doudou cet hiver, et je me dis que pourquoi pas? Pourquoi pas céder à Et il a neigé sur le fjord? Ça se passe en Finlande? Je sais même plus ce que je viens de vous dire. Ça craint. Norvège. Norvège, donc. Oui, c'est ça, elle devait aller en Finlande et finalement elle est bloquée en Norvège. Dory. J'ai fait le tour du bocal, j'ai oublié où elle allait. Bref, ça a l'air chouette. Je trouve franchement que ça va être quelque chose certainement de doudou cocooning sous la neige comme ça. Je suis très curieuse, j'espère juste que ça va pas être trop cliché. J'ai encore jamais rien lu de Laetitia Arnoux. Je ne sais pas si je commence par celui-ci ou un des autres qui sont dans ma palle et notamment dans le Cold Winter. Mais en tout cas, il me fait beaucoup trop envie. Et en attendant de recevoir l'autre campagne Ulule, je vais déjà pouvoir profiter pleinement de celle-ci. Et bien voilà, je pense que pour cette séquence ça suffira. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur leur site parce que si jamais vous voulez craquer pour une des éditions Twinkle, elles sont sublimes, tant au niveau du contenu que du contenant. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est une petite maison d'édition familiale qui met vraiment du cœur à réaliser des ouvrages exceptionnels. Donc n'hésitez pas, et je crois qu'en plus, si vous voulez certains titres, il faut vous dépêcher, parce qu'il y en a qui sont pas loin d'être en rupture d'édition, et qui vont pas être refaits tout de suite, voire du tout. Donc, voilà, c'était un petit message, pas du tout sponsorisé, je suis absolument pas rémunérée pour vous parler des éditions Twinkle, je n'ai aucun partenariat avec eux, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc si je peux vous en parler, je le fais avec grand plaisir. Et sinon, quoi vous dire de plus? Pas grand chose, je pense, au niveau de cette séquence. Et moi, je pense que je vais aller prendre un café bien chaud parce que je commence à avoir froid. L'hiver, même si c'est la saison dans laquelle je suis née, on n'est pas tout à fait compatible s'il n'y a pas un feu de cheminée pas très loin de moi pour pouvoir me réchauffer. Et recoucou tout le monde! Alors, désolée pour une fois de plus cette lumière un petit peu moche qui fait des ombres un petit peu partout, mais une fois de plus, il fait un temps vraiment pourri dehors. Mais ça n'empêche que je prends la caméra parce que je voudrais vous parler de 2-3 petites réceptions. Et en plus, parmi ces réceptions, il y en a une que j'ai déjà lue. Alors, commençons tout de suite. Je commence par celle qui est une réception mais que j'ai payée avec mes propres sous. Ce n'est pas l'auteur qui me l'a envoyé. Mais par contre, il m'avait envoyé le premier tome. Je le remercie une fois de plus que j'avais vraiment adoré ce premier tome. J'ai vu qu'il y avait un second tome grâce à la chaîne de Elodie qui s'appelle Ingrid la lectrice. Et elle avait adoré ce second tome. Je me suis ruée dessus à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait un second tome et qu'elle l'avait adoré. J'ai tenu à soutenir l'auteur avec... Oh, regardez, le tome 2 de Miss Hermione dont je vous ai parlé il y a quelques temps de cela déjà avec le premier tome et je vous avais dit qu'il y avait celui-ci qui était sorti. Merci à l'auteur pour le premier tome et là, c'est moi qui lui, entre guillemets, renvoie la balle parce que j'ai acheté le second tome pour le soutenir et il s'appelle Miss Hermione et le mystère de la cité interdite. Donc j'imagine qu'on va aller quelque part en Chine avec une fois de plus un très joli ouvrage. Je suis désolée pour les reflets de la ring light en plein milieu. Ah, et je vois qu'il y a toujours de magnifiques illustrations à l'intérieur. J'ai très hâte. Oh, que c'est joli. Regardez. Oh. J'ai très hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle aventure de Miss Hermione. Et j'ai cru comprendre, d'après ce que disait Elodie, que
Ce serait une saga, donc il y aurait peut-être même un troisième tome. J'ai très très hâte de découvrir tout ça et de voir si finalement, sans le vouloir, j'ai commencé un début de saga avec déjà les 2 premiers tomes. Et le premier qui est lu, il ne me reste plus qu'à découvrir celui-ci. Ensuite, on va passer à 2 réceptions que les auteurs m'ont envoyées. Je crois qu'il y en a un, c'est la maison d'édition plutôt, et l'autre c'est l'auteur. On va commencer par celui de la maison d'édition, donc merci beaucoup à eux. Il s'agit de Le Monde de Gigi, de William Moret, je ne sais pas, de William en tout cas, ça c'est sûr, et c'est aux éditions Le Lys Bleu. Et regardez cette couverture, je la trouve beaucoup trop chou. Je trouve que c'est très mignon. Il est tout petit, il fait 150 pages à peine, et j'avais trouvé très drôle au niveau de la mise en page qui est très très aérée. Et là, vous voyez, on est plutôt sur une présentation dite de roman, on va dire classique, avec des paragraphes, des dialogues et compagnie. Mais on arrive à un moment où on va être plutôt sur une mise en page style théâtre, avec le nom des personnages qui prennent la parole et compagnie, comme si on était au théâtre, avec entre parenthèses ce qu'ils font. C'est intéressant et c'est super original, de même que le livre en lui-même, il est très original, parce que c'est lui que j'ai eu le temps de lire, donc laissez-moi vous en parler un petit peu. Et commençons par ce résumé totalement insolite et improbable qui m'a fait justement me dire mais oui, j'ai envie de découvrir cette histoire qui a l'air complètement folle et farfelue, mais très intrigante. Écoutez ça. Un pigeon et un chat nouent une amitié insolite à Paris, accusés de bouleverser l'équilibre naturel entre proie et prédateur. L'affaire est portée devant les tribunaux avec Gigi, une jeune fille précoce comme avocate. Coupable ou innocent? La question se complexifie lorsque les végétaux et les forces célestes s'en mêlent et qu'un ange nommé Hermès est appelé à témoigner. Non mais vous avez vu ça? Ce résumé totalement mais improbable qui parle d'un pigeon et d'un chat qui deviennent amis au lieu d'ennemis jurés, une jeune fille qui aurait une dizaine d'années qui va devenir avocate dans un procès pour défendre le chat et le pigeon contre la société entière qui crie à l'abomination, qui crie contre nature, parce que ces 2 espèces sont censées se détester, vouloir se manger l'une l'autre, se bagarrer. Et il y a donc des végétaux qui parlent, des animaux qui parlent, les êtres célestes qui s'en mêlent avec un ange Hermès qui arrive, qu'on voit là sur la couverture. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Ça m'a vraiment fait penser à un mix entre un petit peu les fables de La Fontaine, où il y a quand même beaucoup de personnages qui font des choses assez folles et qui ont des animaux qui parlent aussi ou qui ont une morale derrière à venir porter au lecteur. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, ainsi que au monde d'Alice au pays des merveilles finalement. Parce que cette petite fille qui va découvrir ces animaux qui parlent, cette végétation pareille, luxuriante, qui vient témoigner à la barre, ces animaux qui prennent vie, qui ont leurs mots à dire, leur propre défense à faire face à ce tribunal. J'étais mais quelle folie, quel étrange récit que voilà, mais c'était super rigolo, très intéressant. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de passages qui se passent en tant que roman dit classique, mais il y a aussi un espèce de domaine du conte qui est là. Il y a comme une histoire racontée pour les adultes et les enfants, et il y a cette partie un peu théâtrale qui est là pendant justement le procès, où toutes les personnes vont prendre la parole, où les jurés vont s'entre-déchirer entre ceux qui sont pour les désigner coupables et les autres innocents. C'était complètement fou, mais super intéressant, avec cet auteur qui a une imagination vraiment débordante. J'avais honnêtement encore jamais rien lu de tel. Et la fin, je ne m'y attendais pas en fait. Je ne savais pas spécialement non plus vers quoi j'allais tendre, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est très original, très intéressant et c'est pour ça que ça me faisait penser un petit peu à un conte comme je vous disais juste avant. Mais pourquoi je vous dirais ça? Là, je vous laisserai le découvrir parce que je peux pas vous dévoiler la fin. Déjà, ce serait super cruel de ma part. Et en plus, ça vous dévoilerait complètement le reste de l'intrigue, ça vous changerait la vision entière du récit par rapport à cette fameuse fin. Mais
C'était très intéressant et cette fameuse fin, là, me faisait vraiment penser au coup de Alice qui va de l'autre côté du miroir en fait. Mais je n'en dis pas plus. Si vous êtes intéressé par le monde de Gigi, eh bien, sachez donc qu'il est publié aux éditions du Lys Bleu à 17,40 € visiblement. Je suis, au vu peut-être par contre de la taille du livre, je trouve que c'est peut-être un peu cher entre le ratio taille, nombre de pages et prix. Mais ce n'est que mon avis. Après, la qualité du papier est excellente. Franchement, elle est très épaisse, un très joli blanc qui permet de ne pas voir en filigrane ce qu'il y a derrière. La très jolie couverture de bonne qualité aussi. Mais donc, oui, au vu peut-être de la taille du livre, peut-être que c'est un petit peu cher selon mon opinion, mais donc ça reste mon avis. Ensuite, la deuxième réception, là, c'est l'auteur qui me l'a envoyé et je le remercie beaucoup parce que j'ai pensé à son ancien livre il n'y a pas très longtemps. Vous allez le reconnaître si je vous dis le nom de Pierre Thierry parce qu'il m'a envoyé beaucoup de ses ouvrages et je le remercie encore une fois. Et la dernière fois, il m'avait envoyé un recueil de sonnets qui était sur la première partie de l'année, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai trouvé très original parce que je n'ai pas du tout l'habitude de la poésie et encore moins des sonnets. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir les sonnets de la dernière partie de l'année? Regardez ça. Ils sont là. Intarissable enquête de Pierre Thierry. Là, ça va être des sonnets qui vont attendez, je vous dis ça, de juillet à novembre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc ça va être les sonnets plutôt estivaux et automnaux. Et il manquera donc plus que les hivernaux. Je suis déjà très curieuse de pouvoir les découvrir. Ils se présentent comme ceci à chaque fois, un sonnet par page. Et donc ils vont être sur chaque mois, comme le premier épisode, entre guillemets. Je suis très curieuse. Voilà. Là, tout le mois d'août, par exemple. Je suis... Oh, la carte dédicacée qui vient de tomber. Mais je suis donc très curieuse de pouvoir me plonger dans cette nouvelle lecture. Et je vous en reparle donc très bientôt. Et ensuite, la dernière réception, là, c'est pareil, c'est moi qui l'ai acheté avec mes petits sous. Mais il s'agit d'un colis fragile, donc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la séquence précédente, je vous parlais d'une réception Twinkle et que j'en attendais une seconde. La voici, la voilà. Donc, on va déballer ça tous ensemble. Oh, j'ai un petit badge avec des livres beaucoup trop mignons où il y a marqué « It's the most wonderful time to read » de la part de Twinkle Books. Regardez comme c'est joli. Je trouve ça trop chou. Je suis pas sûre que le focus se fasse très très bien parce que je filme avec mon téléphone et il aime pas trop le changement de profondeur comme ça. Mais en attendant, c'est très joli. Ouh là là, il y a plein de choses merveilleuses et magnifiques. Alors je vous montre déjà le petit stickers qui est en forme de sapin de Noël. Oh, beaucoup trop mignon. J'aime beaucoup. C'est très festif. De toute façon, il est très festif. Je vais vous le montrer. Là, on a une petite carte Merry Christmas qui est adorable. Elle est beaucoup trop jolie. Avec ce petit nounours là, sur son petit fauteuil. Un marque-page beaucoup trop joli également. Et de l'autre côté, hop, il se présente comme ceci. C'est beaucoup trop chou. J'aime beaucoup. Oh, et là, nous avons un menu de Noël à compléter. Si jamais on cherche comment présenter son menu de Noël de manière originale et super jolie, on a de quoi faire. Et, oh là 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 là, le fameux gros bébé que je voulais vraiment recevoir, entre guillemets, rapidement, parce qu'il est parfait pour être lu à la période de Noël, parce que... Regardez, oh, comme il est beau. Alors j'espère que la ring light va pas trop m'embêter, parce qu'il est super shiny. Oh là là. Oh là 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 là, il est beau. Il n'a pas de jaspage, mais franchement, c'est pas grave, la couverture est trop belle et peut-être même que le jaspage aurait fait un peu trop chargé. Mais donc, il s'agit de La bibliothèque de Noël. 7 contes autour du foyer et de l'esprit de Noël. C'est pour ça que je vous disais que je voulais vraiment le pouvoir réussir à le lire avant Noël ou pendant cette période festive en tout cas, parce que c'est la période idéale et honnêtement, j'ai envie et besoin de douceur et de cocooning et de féerie à cette période de l'année. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau.
J'adore. J'adore. Je vais juste voir ce que je vois qu'il y a des pages un petit peu noires, donc je me dis que ça doit être une illustration pour chaque... Waouh, oui, pour chaque début de conte. Certainement fait par Laetitia Arnoux, parce que elle fait partie justement des autrices, si je ne me trompe pas, et comme elle est... Oh, c'est beau. L'illustratrice, c'est magnifique. J'ai très hâte de le lire. Ah, il y a le petit signet juste ici. Il est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai plus que hâte. C'est trop beau. Chaque page que j'ouvre, je dis « Oh, c'est trop beau !» J'ai trop hâte de pouvoir les lire. J'ai pas encore pu lire, mine de rien, la bibliothèque d'automne, avec les contes victoriens, plus pour la période donc spooky, automnale, et foggy, tout ça. Là, par contre, je ne vais essayer de ne pas faire la même chose et de le lire incessamment sous peu, parce que j'ai trop envie de contes de Noël cette année. J'ai envie de féerie, de fêtes, de passer un bon moment de lecture. Donc, je pense qu'avec celui-ci, c'est plutôt gagné. Et je vais arrêter cette séquence ici. Je reprendrai certainement la caméra pour vous parler de mes lectures terminées qui vont venir clore d'ailleurs ce mois de décembre. Donc, ce sera pour la prochaine séquence. En attendant, moi, je vais vous laisser ici pour celle-ci. Et recoucou tout le monde! On se retrouve pour, je pense, la dernière séquence de ce vlog qui sinon sera évidemment beaucoup trop long. Donc, on va écourter vite fait les présentations et on va parler de livres, bien sûr. On va commencer d'abord par les SP. Alors, le premier dont je voudrais vous parler, il s'agit de La vie en 3 lignes, dont je vous mets la très jolie couverture juste ici. Et je remercie également l'autrice de me l'avoir envoyé. Et il changeait des lectures que j'ai l'habitude de faire, parce que là, on va être sur un rayon plus poétique, et notamment, on va parler ici de haïku. Et les haïkus, ça faisait vraiment mais alors très longtemps que je ne m'y étais pas intéressée. Alors là, c'était l'occasion de pouvoir renouer, de découvrir une nouvelle plume, qui est d'ailleurs d'une beauté, d'une poésie et d'une délicatesse. Je vous le conseille franchement. Déjà, alors c'est un peu tard au niveau de la publication de cette vidéo, mais en idée cadeau, peut-être pas pour Noël, ou alors un Noël prochain, un anniversaire, ou juste faire plaisir, franchement, c'est une superbe idée. Il est très beau, il est composé de plusieurs haïkus qui vont être au fil des saisons. Déjà, ça, ce sont mes préférés, je les ai vraiment beaucoup aimés. Et sinon, ils vont être aussi sur divers thèmes qui vont être autant un petit peu durs, tristes et malheureusement aussi d'actualité avec des haïkus sur la guerre en Ukraine, mais ça peut être aussi sur des voyages, sur une pensée du moment, sur un paysage, une ville, bref, tout ce qui peut inspirer justement la création d'un haïku. Et c'est vraiment très beau, doux et poétique. Et il y a également un petit quelque chose en plus qui vient vraiment compléter la beauté de ce recueil, parce que chaque saison, chaque idée, chaque nouveau haïku est illustré par des estampes japonaises qui sont tellement douces, tellement en adéquation avec le haïku et avec l'énergie qui se dégage justement de ces poèmes, tout en délicatesse, tout en légèreté, tout en finesse. C'est très beau, doux et délicat. Et franchement, ça se lit tout seul, ça se lit très vite et ça nous donne envie d'en avoir plus et de rester se perdre dans justement un petit moment de douceur, d'évasion, comme ça, perdu au milieu de cette poésie japonaise. Franchement, c'est une très douce et belle découverte pour cette fin d'année que je vous recommande si la curiosité vous en dit. Alors là, on va changer radicalement d'ambiance et de sujet avec le prochain SP qui se nomme Elle, dont je vous mets la couverture effrayante juste ici. Ah, adieu la douceur, adieu la beauté et la délicatesse là. On va être sur un thriller horrifique, très noir, très machiavélique, qui va nous pousser aux confins de la folie et du fantastique même, je dirais. Parce qu'on va être avec Elle, justement. Elle est une étrange entité, on va dire, on ne sait pas trop, et elle a décidé de poursuivre Baptiste, qui est notre héros, bien malgré lui, parce qu'il aurait bien voulu rester dans sa petite vie un petit peu routinière, mais elle a débarqué, et il a l'impression que cette personne, cette chose, ce fantôme, il ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose de foncièrement mauvais, parce que
À chaque fois qu'il la voit apparaître à un coin de rue, au détour d'une conversation animée, dans un restaurant, sur une place, bref, quand il conduit, peu importe. Navré pour l'interruption, je ne sais plus exactement où j'en étais, peut-être que le plan a un petit peu changé, mais mon micro a encore décidé de me lâcher. 2024 va me fracasser et me casser les pieds jusqu'au bout, même avec lui. Donc, peut-être que vous allez me voir pencher la tête comme ça, c'est que j'ai la bande-son qui défile à côté, et je vais surveiller maintenant très fortement qu'elle ne s'arrête pas une fois de plus en plein milieu d'une phrase, parce que je pense que je discutais depuis un petit bout de temps dans le vide, malheureusement. Mais reprenons. Elle, peut-être que c'est elle, justement, qui s'est amusée avec mon micro, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Et Baptiste, il la voit apparaître comme ça, au détour d'une conversation, à un coin de rue, quand il fait les courses, quand il conduit. Et quand ce personnage apparaît, le malheur n'est pas loin, voire même la mort. Parce que elle annonce le mal et elle annonce des décès. Et c'est justement là où le personnage principal est en train de se demander est-ce qu'il n'est pas en train de péter un plomb complet? Est-ce qu'il fait une dépression? Est-ce qu'il est trop fatigué? Est-ce que c'est l'alcool qu'il boit qui lui joue des tours? Est-ce que c'est juste qu'il est, entre guillemets, fatigué, peut-être un peu somnambule, qu'il est en train de rêver? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce personnage est omniprésent et qu'à chaque fois qu'il est là, les choses vont mal derrière. Et le roman est bien fait, point de vue que on va suivre Baptiste dans un premier temps, on va se forger une opinion de lui, de sa femme, de sa famille, de ses enfants, de ses amis. Et une fois qu'on a bien suivi ce personnage, qu'on s'est bien fait une idée de la situation avec elle, un malheur arrive, malheur que je vous laisserai évidemment découvrir à la lecture, et pouf, on va switcher de point de vue et on va basculer sur celui de sa femme. Et alors là, toutes les opinions, toutes les idées, tout ce qu'on s'était forgé sur son caractère, sur le fait qu'elle l'aide ou pas, son mari, sur le fait qu'elle ait telle ou telle réaction avec lesquelles on est plus ou moins d'accord, là on va revoir complètement notre jugement parce qu'on va passer du point de vue extérieur de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui arrive à son mari, qui devient subitement fou, entre guillemets, qui parle d'une personne qui le persécute, qui le poursuit, qui a fait des malheurs, justement, qui annonce la mort, et elle commence à avoir peur. Pour son mari, pour elle, pour ses enfants. Et à partir de là, tout va s'enchaîner, tout va se bousculer, et l'auteur va réussir jusqu'à la fin à nous faire douter de est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est une hallucination, est-ce qu'on a encore été coupé? Lui, j'en peux plus. Bref, je sais absolument plus où j'en étais, je suis vraiment désolée pour l'auteur de cette séquence un petit peu chaotique, mais retenez que elle est très chouette. Un très bon thriller horrifique qui, moi, ne m'a pas fait frissonner, m'a rendu mal à l'aise au niveau de la lecture parce que c'est très difficile de me faire, entre guillemets, avoir peur quand je lis un livre, mais au niveau ambiance, au niveau lexique et au niveau plume, l'auteur sait très bien comment rendre le lecteur un petit peu mal à l'aise, comment réussir à lui mettre dans une ambiance où il doute de tout, où il ne sait pas jusqu'à la fin s'il s'agit d'un fantôme, s'il s'agit d'un burn-out qui a dégénéré en folie ou si il s'agit juste de quelque chose au niveau du subconscient de ce monsieur qui est en train de péter un plomb. Moi, je l'ai trouvé très chouette, avec des vibes un petit peu entre destination finale et prédiction, notamment sur la fin. Moi, je vous laisse juger, mais en tout cas, je le trouve super chouette et il serait parfait pour la prochaine édition du Pumpkin, de par justement ces vibes un petit peu spooky. Retenez bien ce titre parce qu'il était très sympa. Alors, on en a terminé avec les SP, donc maintenant je vais vous parler des petites lectures dites entre guillemets plaisir. Et là, il faut que je vous parle d'une que j'ai écoutée avec mon abonnement Audible qui s'appelle, hop, la couverture juste ici, La fille du maître de chez, que j'ai adoré. J'ai adoré. Et j'aime de plus en plus le genre historique, un peu romancé comme ça. Je trouve ça vraiment super chouette et passionnant. Et là, on va suivre notamment une jeune femme qui est fille de vigneron en France et dont la sœur va épouser un grand négociateur en vin. Le problème, c'est que cet homme est pas le meilleur parti qui soit, point de vue qu'il est violent,
qu'il est rustre et que sa seule ambition en fait c'est de récupérer le domaine familial pour se l'approprier et se faire de l'argent avec. Et une nuit, au cours d'un accident, ces deux sœurs vont s'enfuir aux États-Unis. Et elles ne peuvent plus remettre les pieds en France parce que sinon elles vont être poursuivies par la justice. Et je vous laisserai découvrir pourquoi, à cause de quel accident elles ont dû fuir. Et donc elles doivent refaire leur vie aux États-Unis, mais sans argent, sans papier, sans logement. Elles vont devoir réussir à se débrouiller toutes seules. Et elles vont vivre des bonheurs comme des drames. Et c'est toute une épopée familiale que l'on va suivre, notamment avec cette sœur qui avait pour grande ambition de reprendre le domaine familial, même si elle est une fille dans un domaine d'hommes, même s'ils étaient, je ne sais plus si c'est 18e ou 19e siècle, mais dans tous les cas, dans un contexte où la femme n'a sa place qu'au niveau de la cuisine, de l'entretien de la demeure et d'élever les enfants, alors que elle ambitionne beaucoup plus que ça. Elle veut le domaine du vin, elle veut devenir vigneronne à part entière, et elle va devoir donc réussir dans un pays dont elle ne connaît ni la langue, ni les coutumes, sans argent en plus, ni connaissance. Elle va devoir passer par plein de péripéties que ça me brûle de vous dévoiler certaines choses pour vous faire avancer justement dans le récit et pouvoir vous en parler encore plus, mais que ça vous dévoilerait beaucoup de choses. Et finalement, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais j'ai trouvé ça vraiment super chouette, en sachant qu'il y a une petite romance qui va venir s'insinuer peu à peu, notamment vers la fin d'un tome 1 d'ailleurs, d'une trilogie si je ne me trompe pas, et quelque chose me dit qu'il y aura un petit peu plus de romance au niveau du tome 2, ce que je n'espère pas trop, il est vrai. Un tout petit peu, ça me va, mais que ça ne devienne pas omniprésent et que ça prenne le pas sur le côté historique que moi j'aime beaucoup. Parce que c'était vraiment super chouette, très intéressant dans le domaine de l'œnologie, dans le domaine viticole et dans un domaine ancien, puisque c'est vraiment les prémices, on va dire, de la mise en bouteille et de son commerce au niveau des États-Unis, passer du tonneau à la bouteille justement, et c'est super chouette, très intéressant. Et franchement, les narrateurs sont incroyables, ils arrivent à insuffler vraiment la vie dans ces personnages et à nous transporter en France comme aux États-Unis, à travers des péripéties, à travers des drames familiaux, à travers la conquête du domaine du vin. Moi j'ai adoré, et je pense que franchement, les 2 prochains tomes, s'ils sont sur Audible, il y a de fortes chances que je craque et que je découvre la suite l'an prochain. Il y a également un thriller que j'ai écouté il y a peu qui se nomme Seules les bêtes, que je vous mets ici, de Colin Neal si je ne me trompe pas. Et il me fallait la lettre N, toujours pour mon challenge ABC Polar et Thriller. Et il se finit petit à petit, et donc grâce à lui, j'ai pu rajouter une lettre à mon challenge. Et je ne m'attendais absolument pas à ce que j'ai lu, qui est classé comme un policier, mais qui est plutôt... Oui, il y a une enquête, certes, mais il est vraiment aussi du domaine du sociétal, je dirais, et encore plus parce qu'il est très d'actualité, malheureusement. Point de vue qu'on va suivre une famille où le mari est agriculteur et la femme est assistante sociale. Ils habitent dans un tout petit village, perdu donc au milieu de la campagne, dans un département archi-rural, sans plus de précision, mais on sent que la quasi-totalité des personnes qui y vivent sont forcément dans le domaine de l'agriculture, que ce soit au niveau des vaches, au niveau de la récolte, au niveau des brebis. Ils ont forcément un pied là-dedans et ils galèrent parce que les charges sont excessivement importantes, parce que le travail est également très important. Tous les jours, ils leur en demandent un peu plus, ils sont tributaires des aléas de la météo et le gouvernement ne les aide pas beaucoup au niveau des prix d'achat et de revente, notamment vis-à-vis de la concurrence étrangère. Vous sentez le déclic avec l'actualité qui se fait là ? Moi j'étais vraiment prise dedans, et hormis donc ce gros problème sociétal au niveau de l'agriculture, il va y avoir une disparition. Une disparition d'une jeune femme très riche qui n'a aucun rapport direct avec le domaine de l'agriculture, mais dont les soupçons vont se porter sur justement
toutes les personnes qui habitent ici, donc tous les paysans et les agriculteurs. Et on va suivre à côté de ça l'histoire de cette femme qui est donc assistante sociale et qui va aider les agriculteurs du mieux qu'elle le peut, tant pour remplir des papiers que pour essayer de leur trouver des aides, essayer de améliorer leur quotidien du mieux qu'elle peut, jusqu'au moment où le professionnel va passer le pas vers le sentiment sur un agriculteur avec qui elle a beaucoup plus d'affinité que les autres. Et c'est un déclencheur parmi tant d'autres, parce que finalement c'est un roman choral qui va comporter 4 ou 5 parties, et chaque partie va être centrée sur un personnage en particulier. En premier lieu notamment, cette assistante sociale, de qui tout va découler, finalement. Et ces parties sont très prenantes du fait qu'on est enfermé dans une espèce de bulle qui va nous mettre vraiment aux côtés des agriculteurs de jour comme de nuit, et on suit leur quotidien, on suit leur labeur, on suit leurs galères, leurs problèmes, leurs espérances, leurs désillusions, leurs drames parfois, parce qu'il y en a qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment à bout, tant au niveau travail que financier, et que personne ne les aide, qu'ils en terminent avec la vie. Et ces chamboulements vont impacter cette société et tous les agriculteurs qui travaillent dans ce milieu. Et cette disparition va venir chambouler tout. Et il y a encore plus derrière, que je ne peux pas spécialement vous dire, notamment à partir de la 4e partie, où tout va s'inverser, j'ai envie de dire. Tout va être chamboulé. Les 3 premières parties, j'étais prise dedans, j'ai adoré le point de vue des 3 personnages, où on se demande à chaque fois qui est le meurtrier ou le kidnappeur de cette personne qui a disparu, qu'on ne trouve nulle part malgré les recherches, malgré le dispositif policier mis en place. Personne ne retrouve cette femme disparue. Et les engrenages se mettent à tourner, les idées se mettent à fuser, on commence à faire un dessin de ce qui s'est vraiment passé, et à chaque fois qu'on change de point de vue, on repart un petit peu entre guillemets en arrière, point de vue qu'on déconstruit ce qu'on avait pensé avec la personne juste avant, et un nouveau point de vue s'enclenche, et des nouveaux indices arrivent, et des nouvelles révélations, et comme je vous dis, à partir de la 3e partie, rien ne va plus, parce qu'on est parti tellement loin par rapport à là où on était avant, qu'à partir donc de cette 4e et 5e partie, j'ai plus aimé, malheureusement, ce que j'ai eu. Et c'est fort dommage parce que ça partait très bien. J'adorais l'ambiance, j'adorais le concept, j'adorais cette part entre le côté sociétal et le côté policier. C'était vraiment prenant. Et c'est parti en cacahuète, j'ai envie de dire. Ça se tient. Ça se tient, mais la 4e partie n'a pas réussi à convaincre. Et finalement, elle m'a plus déçue qu'embarquée. Et j'ai décroché à partir de cette avant-dernière partie. Alors que la dernière est bien en soi parce qu'elle nous offre les dernières révélations, et avec une fin tant abrupte qu'originale que j'ai pas été convaincue non plus finalement. Et c'est dommage parce que presque s'il n'y avait pas eu ces 2 dernières parties, j'aurais adoré ce que j'avais écouté, ce que j'avais découvert. Et non, finalement j'ai été semi-emballée, semi-déçue par cette lecture, et je ne peux pas vous dire pourquoi parce que ça vous gâcherait complètement la lecture. Mais en tout cas, si jamais il vous intéresse, en ce moment, il est en titre gratuit sur Audible, donc foncez et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé à partir de cette 4e partie où tout est chamboulé. Racontez-moi tout, et on va passer sinon à la lecture suivante. Et la lecture suivante, c'est la dernière audio que j'aurais fait, en tout cas pour ce vlog, et il s'agit de Le jour de ma mort de Jack Expert, dont je vous mets la couverture juste ici, parce que là aussi, il me manquait la lettre E dans mon challenge, donc c'est parti, on enclenche 2 lettres de plus pour mon challenge. Et je n'avais encore jamais lu de roman de Jack Expert, alors que quand même il est plutôt connu, il a fait beaucoup de policiers et de thrillers, et donc je le découvre avec celui-ci, où, comme son nom l'indique, on va suivre une jeune femme qui a eu le jour de sa mort prédit
par un sorcier un petit peu marabout, un petit peu extra-lucide, lors d'un de ses voyages avec ses amis pendant un enterrement de vie de jeune fille. Il lui a prédit le jour de sa mort, et on va suivre tout le roman, le fameux jour fatidique où elle est censée mourir, et où elle va mais psychoter comme jamais sur est-ce qu'elle va mourir ou non. Et je n'ai pas du tout aimé, malheureusement, cette lecture, du fait justement des caractères des personnages, notamment elle, qui est le personnage principal, qui est mais imbuvable à souhait. C'était peut-être pas la meilleure des lectures pour commencer à découvrir la plume de Jack Expert, parce que pour le moment, je n'ai pas du tout été convaincue, malheureusement. Et c'est pas le narrateur qui a une voix parfaite pour exposer justement les faits de manière rationnelle, de manière froide un petit peu, parce qu'il incarne plusieurs personnages, avec notamment le tueur. Il y arrive bien, il n'y a pas de souci, mais c'est les personnages. Les personnages sont catastrophiques point de vue caractère. La femme, elle est persuadée donc qu'elle va mourir aujourd'hui, tout comme elle est persuadée que c'est du bullshit en fait. Pour elle, cette prédiction qu'il y a eu de cet homme, c'est n'importe quoi. Il a fait ça pour être payé, donc récupérer l'argent des pauvres filles qui étaient complètement bourrées. Elle n'y croit absolument pas. Et puis de toute façon, c'est elle qui décide sa vie, c'est elle qui la gère. Elle est jeune, elle a 28 ans, elle est en pleine forme, elle est en pleine santé. Elle n'est pas décidée à mourir ce jour-ci. Mais en même temps, il y a un tueur en série qui sévit et qui se charge de régler leur compte à des jeunes femmes blondes, très jolies, et qui ont un chat. Or, elle, c'est une jeune femme blonde qui est jolie et qui a un chat. Donc, tous les passants qu'elle va croiser sont forcément le tueur qui est là pour venir la zigouiller avec son chat. Donc, elle va péter un plomb, elle va complètement s'isoler, de peur que la personne qu'elle va croiser est le tueur. Elle va se mettre à douter de chacun de ses voisins, elle va se mettre à douter de chacune des connaissances qu'elle a, des personnes qu'elle croise dans la rue, et elle va se monter la tête sur le fait qu'elle va forcément mourir parce qu'elle est la prochaine victime de ce tueur en série, vu qu'elle est blonde, jolie, avec un chat. Oh, j'avais tellement envie de la claquer à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche et qu'elle faisait une connerie, parce qu'elle est tellement psychopathe qu'elle fait n'importe quoi. Elle se laisse prendre par la panique et elle fait littéralement n'importe quoi, au point de s'enfermer dehors avec son chat en laissant la clé et le téléphone à l'intérieur, alors qu'elle est en sous-vêtements avec un couteau à la main, donc complètement disjonctée, la pauvre fille. Elle va essayer d'appeler à tout bout de champ son conjoint qui est en déplacement à des milliers de kilomètres de là pour le faire revenir pour la sauver. Complètement improbable. Puis après, elle va se mettre à hurler sur toutes les personnes qui étaient censées pouvoir l'aider. Et donc finalement, ils vont pas du tout l'aider. Mais donc elle va leur en vouloir. Et donc après, elle va s'en vouloir. Et donc elle va leur réen vouloir parce que quand même, c'est une victime. J'en pouvais plus. ce côté girouette qui est compréhensible de par sa panique, mais où elle fait tellement n'importe quoi qu'elle n'est... C'est pas possible de l'aimer, cette fille. Au contraire, on a presque envie que le tueur y vienne et qu'il en finisse avec elle pour que, stop, elle se la boucle, et on n'en parle plus. Et le tueur, à côté de ça, on a une vision assez détachée et assez froide de qui il est et de pourquoi il est comme ça. Et c'est assez drôle de l'écouter parler, parce qu'entre la vision qu'il a de lui et la vision que l'extérieur, notamment les journalistes, ont de lui, c'est pas du tout comment il se voit lui. Donc il critique la manière des policiers, la manière des journalistes, la manière des gens qui viennent former une opinion sur lui alors qu'il n'est pas du tout comme ça. C'est assez drôle, même si lui aussi, il a tendance à... Bon, je suis réfléchi, je suis pas du tout impulsif, je suis maniaque, je suis ceci, je suis cela. Mais dès qu'il y a un problème, il fait machine arrière et ah, c'est pas comme ça que ça se fait normalement, d'habitude je suis pas comme ça, je réessaye. Non, ça marche toujours pas. Non, mais d'habitude, je suis vraiment pas comme ça. Donc pourtant, je suis maniaque, je suis ce... Oh, fou, zut, hein, même le tueur, il est pas constant. Oh, ça m'a énervée. Je suis désolée pour l'auteur, je suis désolée pour ce roman et pour le narrateur qui a mis une énorme bonne volonté derrière pour nous sortir quelque chose de plausible. Mais moi, ça l'a pas fait et c'était
pas du tout concret pour moi, avec des actions qui traînent en longueur pour pas nous donner au bout de 200 pages qui est le tueur et ce qui va se passer avec la fille. Ça traîne beaucoup trop pour rien en plus, avec des retours dans le passé, et puis on va pas donner tous les éléments en même temps, et puis comme elles étaient 4 copines, et ben on va donner 4 copines séparément, mais très lentement et pas en même temps, et on va rajouter d'autres trucs par-dessus, et puis on va remettre de la psychose, et puis finalement on va retourner en arrière, et puis on va passer au point de vue du tueur, qui va passer à son point de vue dans l'enfance. Oh, tout ça pour ça, j'ai envie de dire malheureusement. Non, 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 ça l'a pas fait. Donc, je vais arrêter ici parce que je suis pas là pour démolir le bouquin. Moi, je suis là juste pour vous donner mon avis qui, malheureusement, est négatif pour celui-ci. Mais comme d'habitude, je vous invite à découvrir par vous-même cette œuvre qui, pareil, est en ce moment disponible gratuitement sur Audible. Donc, sautez sur l'occasion et racontez-moi au niveau des commentaires, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et la dernière lecture avant de clore cette vidéo, là par contre c'est une version papier, donc je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai redonnée à ma médiathèque. Il s'agissait de La Villa aux étoffes. L'héritage même de La Villa aux étoffes qui est le... j'ai un doute, 3e, 4e tome? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était tellement bien de retourner dans cette villa. Là par contre, j'ai adoré cette lecture. Spoil direct, mais j'avais beaucoup aimé les tomes précédents. Et j'avais envie de retourner dans cette villa pour continuer l'aventure, les histoires de cette famille Melzer qui a cette villa et qui a cette usine de tissus et dont on suit la vie tant de la partie bourgeoise, donc de la famille, que de la partie des domestiques. J'adore. C'est franchement un truc que j'adore et que j'avais donc hâte de me replonger dedans et je l'ai dévoré. Je pense qu'en même pas 2 jours, j'ai réussi à le terminer tellement j'étais prise dedans. Et il était passionnant. Et j'ai déjà envie de lire le tome suivant parce que j'adore. Mais je ne l'ai pas sous la main. Donc il va falloir que je me réfrène un petit peu parce que j'ai beaucoup d'autres lectures quand même à lire. Et La Villa aux étoffes était donc super chouette. Là où on en est rendu au niveau de ce récit, ça risque de vous spoiler un petit peu les précédents tomes. Donc si jamais vous voulez pas de spoil, allez jusqu'à la partie où je vous ferai coucou. Et donc... cette partie-là, on en est au moment où la guerre est terminée. Paul est revenu de la guerre sain et sauf et l'usine va mieux. Elle va mieux malgré l'inflation qui est due à la guerre, malgré le fait que tout est cher, tout est détruit, il faut tout reconstruire, mais avec des restrictions au niveau du gouvernement, de par les pays alliés qui ont vaincu l'Allemagne finalement. Et on va donc suivre la famille Melzer, avec Marie, qui s'est donc épanouie pendant la guerre, malgré le fait qu'elle ait dû gérer l'usine toute seule, malgré le fait qu'elle ait dû avoir peur pour les hommes de la famille qui étaient au front. Elle a dû gérer beaucoup de choses. Ses enfants maintenant ont grandi. Les enfants de Kitty ont grandi également. Elisabeth est partie avec son mari revenu de guerre également dans une autre partie de l'Allemagne. Et maintenant, Paul est de retour, il a repris la main, et Marie s'ennuie. Finalement, parce qu'elle avait beaucoup aimé travailler, mettre ses idées en œuvre sur le papier, et elle s'est trouvée une âme d'artiste un petit peu comme sa mère, mais au lieu de peindre des toiles, elle peint au niveau des tissus, au niveau de la fabrication des motifs, et elle adore ça. Donc finalement, son mari, il voit ça en même temps d'un bon œil et d'un mauvais œil. D'un bon œil parce qu'il va lui offrir un atelier où elle va pouvoir confectionner tous les vêtements et les designs qu'elle a en tête pour pouvoir les vendre. Et il voit ça également d'un mauvais œil parce que c'est une femme. Donc, pourquoi une femme travaillerait? Donc, pourquoi une femme ne ferait pas autre chose que s'occuper des enfants, finalement? Elle n'a pas sa place dans le milieu du travail. Et il se rend compte que la guerre a changé sa femme, point de vue qu'elle s'est émancipée quelque part. Parce qu'elle a dû tout gérer toute seule et elle a dû remettre une usine à flot. Donc, il sent qu'il a perdu la mainmise qu'il a sur elle. Il sent que maintenant, elle ne dit pas amen à tout ce que lui, il dit ou il veut. Il y a un écart qui commence à se creuser entre les deux.
à tel point que Marie va quitter la villa et s'installer ailleurs avec ses enfants, aux grandes dames de Paul qui lui est totalement contre bien sûr, et de sa mère également, parce que pour elle, la femme est soumise à son mari, et point barre, parce qu'elle est de l'ancienne génération et elle voit d'un très mauvais œil l'émancipation de sa belle-fille. Et on va suivre tous ces déboires justement de cette nouveauté pour la femme qui découvre que finalement elle peut faire des choses toute seule sans avoir l'autorisation d'un père, d'un mari, d'un frère ou d'un homme quelconque finalement. Et que ça ne plaît pas spécialement à la société. Et autour de ça vont graviter justement les domestiques, les femmes de chambre, de cuisine, les gouvernantes, qui vont essayer de s'immiscer un petit peu là-dedans pour essayer d'avoir leur place et aussi essayer, pourquoi pas, de gravir les échelons comme Marie l'a fait finalement, parce que ça fait rêver de voir qu'elle était femme de chambre et que maintenant elle s'est élevée au rang d'épouse du maître de la maison. Et il va y avoir, comme d'habitude avec les romans d'Anne Jacobs, des beaux moments comme des moments plus tristes, comme des moments plus colériques, comme des moments qui font grincer des dents quand on est une femme du 21e siècle et qu'on voit comment les hommes et les femmes réagissent à cette époque-ci. Je vous avouerai qu'il y a des moments, le Paul, là, j'avais envie de lui mettre 2 petites tartes dans la tronche pour lui ramener les idées en place, parce qu'il est imbuvable par moments. Et il comprend pas, entre guillemets, qu'il est imbuvable, parce qu'il a toujours été comme ça, et il voit pas pourquoi ça changerait, en fait. Donc c'est super intéressant, et frustrant en même temps de lire ça, mais de suivre l'épopée et l'évolution de cette famille, moi j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, je l'ai terminé, j'ai adoré. Et j'ai déjà hâte de lire le prochain tome et de retourner une fois de plus à la Villa aux Étoffes et de continuer cette saga que j'aime tout particulièrement. J'aime de plus en plus les romans historiques grâce mine de rien à la Villa aux Étoffes parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et voir ce côté romancé et en même temps avec des faits historiques disséminés à droite à gauche qui forment un tout, je trouve ça super chouette, intéressant et prenant. Donc, lisez La Villa aux Étoffes parce que c'est franchement une super saga. Et je pense donc que je vais arrêter ici parce que ce vlog va être beaucoup trop long une fois de plus. Promis, ce sera une résolution pour 2025. On y reviendra sur une autre vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je ne sais pas tout à fait quand est-ce qu'elle va sortir, mais je pense que ça va être en toute fin d'année. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu'une bonne année en anticipé. J'espère que vous aurez eu d'excellentes fêtes, peut-être d'excellentes vacances aussi si vous avez eu la chance d'en avoir. Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Moi en tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes, de super belles lectures pour 2024 ainsi que pour 2025. Et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!